Voici info.tvc en manchette. Récupération des cendres domestiques à cause abscale. Ça bouge à Valbriand, politique familiale, semaine de relâche et balle au vent. Expérience étudiante en bénévolat à la résidence Marianne Ouellette. Les bontés divines vous présentent Jean-Rémy Dupont et Sarah-Christine Ayotte. Financement de la FEAS grâce à une loterie. L'organisme Les Grands Amis de la Vallée vous invite à leur populaire mini-beach party. La fameuse programmation de Cosmos Matapédia pour la semaine de relâche. Une cinquantaine de partenaires. Semaine de relâche et journée de la femme au club de ski de fond Enfants des Neiges. La prévention en transport scolaire selon l'agent Sébastien Lalime. Et finalement, le hockey mineur sera à l'honneur à Cozapscal et Amqui cette fin de semaine. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc, le rendez-vous des Matapédiens pour tout savoir ce qui se passe sur notre territoire. Et on commence tout de suite avec le premier reportage. Nathalie est allée à Cozapscal rencontrer le maire, M. André Fournier, qui nous parle de récupération de cendres. Monsieur Fournier, nous sommes ici pour parler d'un projet que vous avez instauré ici, imaginé, pour pouvoir détourner les cendres. Parlez-moi un peu là, de votre innovation. En fait, c'est lors de discussions au niveau du conseil municipal, on parlait beaucoup de la récupération des matières résiduelles. C'est toujours une problématique pour les municipalités, puis c'est à grand coût lorsqu'on parle de la récupération des bacs bleus, verts et bruns. Il y a un conseiller, le conseiller d'Anjou à Cozapscal, qui a constaté que plusieurs citoyens mettaient leur cendre directement dans le bac vert. Donc, de la cendre, vous savez, un chiot de cendre, c'est lourd. Et lorsqu'on envoie ça à l'enfouissement, il faut qu'on paye à la tonne. Donc, c'est des frais quand même assez importants. Fait qu'au départ, quand on pensait du côté économique, on disait, bien, si on peut détourner ça pour faire d'autres choses avec cette cendre-là, bien, ça va de moins de tonnage à l'enfouissement, de meilleure récupération. Donc, on a parti avec ce concept-là. Et quelques employés, dont M. Bérubé, que vous voyez là, en train d'acheter de la cendre, ont pensé à faire un petit système qui nous permettrait tout simplement de récupérer la cendre des citoyens. Fait que la façon de fonctionner, les citoyens apportent leur seau de cendre, ils le mettent devant la porte du garage. Donc, c'est une location, 15$ pour le seau pour l'année. Où ils peuvent avoir leur propre seau. Exactement. Ils peuvent arriver avec leur seau en métal, avec de la cendre froide. Donc, on ne demande pas de l'emmener quand elle sort du poêle, là, mais il reste que c'est quand même très sécuritaire. Ils l'amènent ici, on le met dans le bac de récupération. Ici, c'est une remorque où on récupère la cendre de la fournaise à biomasse. Donc, déjà, on récupérait la cendre en grande quantité, ce qui fait qu'on a fait une petite installation quand même, c'est pas magique, mais c'est efficace. Donc, c'est aspiré sous vide, donc il n'y a pas de poussière lorsqu'on le vide. Il y a un aimant aussi là-dessus, donc on récupère tout le métal parce que par la suite, la cendre peut être étendue, par exemple, dans des champs agricoles comme fertilisant. Donc, c'est le côté écologique de la chose, mais il ne faut pas qu'on le retourne avec des clous et des vis. Donc, il y a un gros aimant qui est installé là. On récupère les clous, puis ça aussi, bien, c'est du fer qu'on peut récupérer puis envoyer à l'écosite, par exemple. Donc, ça, c'est le côté plus économique. Puis, il y a le côté écologique aussi. On sensibilise la population depuis des années, partout dans la vallée, à récupérer. On veut que les bacs verts, on en mette le minimum dedans, puis qu'on puisse en mettre au maximum dans les bacs bleus, dans les bacs bruns au niveau organique, dans les écosites, à la ressourcerie. Donc, c'est tous des endroits où on peut récupérer. L'idée, c'est vraiment de diminuer ce qu'on met dans les bacs verts. Puis, bien, on donne un service à la population. Puis, en même temps, on veut donner un modèle à la population en disant c'est important de récupérer et de bien récupérer. Parce qu'on sait que malgré la sensibilisation, il y a encore du travail à faire. Ça avance tout le temps. Il y a tout le temps de meilleure collaboration. Si on regarde là, 20 ans, on n'était pas là. On avance, mais il faut continuer d'avancer parce que les coûts nous rattrapent aussi. Donc, il y a les deux côtés. Il y a l'écologie, mais il y a aussi l'économie. Les coûts pour traiter ces matières résiduelles-là sont de plus en plus astronomiques, là. Mais je dis que vous avez innové aussi parce que vous avez conçu l'embouchure de ça. Ça n'existait pas avant, là. Oui, bien, en fait, je pense que c'est 3 ou 4 personnes ici là, qui sont des employés ou des conseillers, direction générale, qui ont commencé à penser à ça un petit peu. Puis, de fil en aiguille, l'idée s'est faite. Ils ont fabriqué ça avec l'aide d'entrepreneurs. C'est efficace. Il y a un aspirateur qui est connecté à ça. Donc, là, on parle d'aspirateur lorsqu'on vide de la cendre, donc pas de poussière. Fait que pour le citoyen, il n'y a pas à se salir avec ça. On s'occupe de tout. Il faut être ingénieux, mais aussi, il faut faire quelques efforts pour pouvoir y arriver. Puis, vous voulez aider aussi les citoyens, citoyennes, comme par exemple avec les couches lavables. Là, vous investissez là-dedans. Oui, effectivement, parce que quand on parle encore là du bac vert, chez nous, par exemple, on est 2 personnes, 2 adultes. Notre bac vert, on l'utilise un sac
peut-être par semaine, 2 sacs par semaine. Mais on sait qu'une famille qui a des enfants, des petits-enfants aux couches, ça, c'est un petit peu plus encombrant, puis il n'y a pas grand-chose à faire pour récupérer ça. Sinon que d'utiliser des couches lavables. Donc, à ce moment-là, on élimine ces déchets-là qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, on offre le service ici. Il y a quelques municipalités dans la vallée qui offrent le service de couches lavables, dont, je me souviens, Saint-Noël, Amqui, Nicolas-Abscal, Sébec le fait aussi. Donc, on est plusieurs. C'est pas beaucoup de parents qui l'utilisent actuellement. Nous autres, ça fait 1 an que c'est en vigueur, mais on invite toujours les gens à venir, justement, qu'à venir ici à la municipalité, puis on paye un premier achat de couches lavables. Il y a tout un petit protocole relativement simple à compléter. Puis ça aide les parents, puis ça nous aide aussi par la même au niveau de la récupération. Eh bien, félicitations, Cause Abscal, de vous investir pour que ça soit plus vert ici. Et puis, bien, ça fait jaser finalement. Hein? Ça a été jusqu'au Nouveau-Brunswick. Oui, la semaine passée, il y a une radio du Nouveau-Brunswick qui nous a appelés. Donc, on est rendu hors frontière avec notre petit projet. C'est intéressant. C'est stimulant en même temps pour nous autres de voir que les gens répondent bien, puis qu'on a un bon appui des gens qui peuvent nous aider à promouvoir ce service-là. L'économie circulaire. Bien, merci beaucoup à vous et félicitations encore. Merci de votre visite. C'est toujours un plaisir. Le Val-au-Vent fait son retour encore une fois cette année et Nathalie est allée rencontrer Michael Vignola pour vous parler de la programmation. Michael, il y a 2 choses très intéressantes qui reviennent cette année, le tournoi de pêche et Val-au-Vent, qui est devenu un incontournable pour Valbriand. D'abord, on va parler du tournoi de pêche. Ça, c'est plus pour la semaine de relâche. Hein? Effectivement, le tournoi de pêche de Valbriand qui se déroule les 7 et 8 mars à Valbriand sur le lac Matapédia. On est très heureux cette année là, de pouvoir offrir encore cette activité-là aux gens de la vallée et des alentours, parce qu'il y a des gens des alentours aussi qui participent. L'an passé, ce fut 600 quelques inscriptions là, au tournoi. Alors cette année, là, on s'attend de peut-être avoir 800 personnes inscrites à notre tournoi de pêche. C'est plus de 5 000 $ en prix de participation et aussi de les gens qui pêchent les plus gros poissons, etc., pour le tournoi. On a aussi, durant la semaine de relâche, un camp de jour spécialisé sur la pêche pour les jeunes qui veulent y participer. Il y a encore temps de s'inscrire. Le camp de jour, c'est pas tellement cher, mais les jeunes repartent du camp de jour avec une expérience assez exceptionnelle, puis avec beaucoup d'équipements aussi pour pratiquer la pêche ensuite, c'est ça, sur glace ou pas. Mais Avec un permis de pêche? ça, dans le fond, c'est le pêche en herbe qui se déroule le samedi 7 mars de 9h à 11h et de 13h à 15h. On va avoir 30 jeunes qui vont avoir la chance de participer à pêche en herbe, qui vont repartir également avec un permis de pêche, puis une brimbale, puis une formation là, qui vont même pratiquer la pêche sur le lac. Là. Et c'est pas juste pour les jeunes de Valbriand. Non, c'est ça. C'est pour tout le monde, tous les gens qui sont intéressés. Là. J'ai déjà des inscriptions au camp de jour là, qui viennent de Saint-Damas, par exemple. Fait que on est bien content que les gens aux alentours également participent. Pour s'inscrire, c'est quel numéro exactement? Pour s'inscrire, c'est toujours au bureau municipal de Valbriand, au 742-3212, le poste 1632 pour mon poste. Sinon, ça peut être fait par courriel également là, à m.vignola@mrcmatapédia.qc.ca. Sur le site, la page web du tournoi de pêche et du Val-au-Vent, au campingvalbriand.com/Val-au-Vent. Il y a toutes les informations, les formulaires d'inscription, etc. Tout est là. OK. Donc, pour Val-au-Vent, bien, c'est ça. Ça va se passer les mêmes journées, là. Oui, c'est ça, exactement. Depuis l'an passé, on a fusionné deux événements ensemble pour remplir la fin de semaine adéquatement. On a beaucoup d'activités familiales, des jeux gonflables, des tours de calèche. On va avoir des mini-fermes sur place ici à la Cédrière. Val-au-Vent, l'an passé, c'est 30 coureurs qui sont venus d'un peu partout au Québec pour venir participer à la finale du Challenge de quête du Québec. Cette année, c'est encore la finale qui se déroule à Valbriand. On s'attend d'avoir environ une trentaine de coureurs encore. Puis Val-au-Vent, c'est la 9e édition cette année de Val-au-Vent. Ça fait 9 ans que ça existe, puis ça fait 9 ans que ça fonctionne. Ouais. Alors, on veut que les gens continuent à participer à ça. Puis c'est pour ça qu'on a greffé le tournoi de pêche là, avec le Val-au-Vent pour mousser l'activité également. Puis on trouvait que c'était intéressant que les gens puissent pêcher puis admirer le spectacle des quêtes en même temps. L'an passé, c'était magnifique. Là. Uh-huh. Ouais.
Donc, pour l'hébergement, tout ça, j'imagine que c'est déjà complet. Pour l'hébergement, dans le fond, c'est sûr que les gens peuvent téléphoner. Là, il y a le gîte Grand-Père Nicole à Valbriand, il y a les chalets condos. Il y a également à Mkoui, Select Hotel, puis l'Auberge Ambassadeur, qui sont également partenaires du tournoi de pêche et du Val-au-Vent chaque année. D'ailleurs, nos partenaires, là, Tournoi de pêche et Val-au-Vent, là, c'est vraiment exceptionnel, les partenaires qu'on a. Et si vous regardez à l'endos du dépliant, là, on a une panoplie de partenariats. Puis c'est vraiment important pour nous, puisque c'est ça qui fait que les activités familiales sont gratuites, l'accès au site est gratuit, tout est gratuit. Alors, c'est grâce à ces partenaires-là qu'on réussit à faire quelque chose qui a de l'allure. Et il y a un spectacle aussi, hein? Habituellement, il y a toujours un spectacle qui accompagne le Val-au-Vent. Oui, effectivement. Le vendredi soir, cette année, c'est une soirée extérieure avec un animateur et un DJ. Ça va être familial avec des feux de camp, guimauves, saucisses, etc. Le but, c'est que les gens prennent l'air puis qu'ils profitent de la soirée. Puis le samedi soir, ça va être au gymnase de l'école de Valbriand. Ça va être le groupe Les Quatre Fantastiques avec le chansonnier Mathieu Lavoie en première partie. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait pas mal le tour. Bien, merci beaucoup encore, Michael, et puis félicitations pour l'organisation. Là. C'est toujours grandiose ici à Valbriand. Bien, merci. On est 23 bénévoles sur le comité organisateur, puis on a une soixantaine de bénévoles en tout qui s'impliquent dans ce dossier-là, puis on apprécie vraiment le travail exceptionnel de ces gens-là. Nous avons profité de notre rencontre avec Michael Vignola de Valbriand pour parler du lancement de la politique familiale de la municipalité qui a lieu récemment. Michael, il y a quelque chose d'important qui se passe ce soir. Un 5 à 7. Vous faites ça en grand, là, hein? Dégustation de Porto, chocolat. Et puis, c'est l'aboutissement d'un an de travail pour la politique familiale à Valbriand. Dis-moi, en grande ligne, là, à peu près, là, c'est quoi les orientations qui ont été prises? Dans le fond, la politique familiale de Valbriand, c'est toutes les actions qu'on veut prendre et la direction que la municipalité a décidé de prendre via son comité de la politique familiale, c'est de garder le dynamisme qu'on a à Valbriand. Je pense qu'on réussit à se démarquer avec notre dynamisme puis la façon qu'on développe nos activités, puis la façon qu'on interagit avec nos citoyens également. Puis les actions qu'on a prises dans le plan d'action de la politique familiale, c'est vraiment continuer à développer ce dynamisme-là, continuer à développer nos infrastructures, continuer à garder nos parcs en état de santé agréable, puis c'est vraiment ça. On veut vraiment que les familles se sentent bien à Valbriand, puis on veut aussi que la définition famille prenne son sens dans l'ensemble des gens, que ce soit 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Pour nous, c'est une famille. Puis à Valbriand, on veut garder le dynamisme qu'on a, puis l'interaction avec nos familles. Mais là, j'imagine que vous avez un plan d'action très élaboré, mais on ne sortira pas toutes les actions. Mettons juste quelques-unes prioritaires. Bien, dans le fond, les orientations principales que le comité a décidé de garder dans le plan d'action, c'est entretenir et développer le milieu de vie pour les familles. Dans le fond, c'est continuer à démontrer l'intérêt qu'on a pour nos parcs, organiser des activités qui créent de la vie dans notre village, etc. Ensuite, c'est accroître la participation citoyenne par la valorisation de la vie communautaire. C'est tout plein d'actions aussi qui sont incluses dans ce dossier-là, qui vont faire que on va continuer à garder le dynamisme, puis garder les gens impliqués, puis garder les gens consciencieux face à la vie communautaire qu'on a à Valbriand. Puis structurer l'offre culturelle de Valbriand, c'est quelque chose que depuis quelques années, on se rend compte qu'il manque un peu, puis qu'on veut vraiment travailler dans les prochaines années. Puis c'est pour cette raison-là qu'on l'a mis dans notre plan d'action. J'avais vu la bibliothèque quelque part, là. Bien, merci beaucoup, Michael. Je pense que là, il nous reste juste à aller voir prochainement, parce que c'est même pas encore dessus, là. On fait l'entrevue pendant que ce n'est pas encore sur le site Web, mais ça va l'être, hein? Oui, effectivement. À partir ce soir, c'est le lancement officiel de la politique familiale et également du tournoi de pêche chez Val-au-Vent. Puis, dès demain, là, tout va être accessible directement sur la page web de Valbriand,
C'est www.valbriand.ca. Alors, vous pouvez vous rendre, puis vous allez trouver ce document-là, qui est un document qui va être très important pour nous. Ça va être vraiment notre document de travail pour les 4 prochaines années, quand on parle de loisirs et de vie communautaire. Merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir. Nous sommes dans la semaine des Journées de la persévérance scolaire et nous avons profité de l'occasion pour aller rencontrer des jeunes à la polyvalente qui ont vécu une expérience de bénévolat qui a marqué leur parcours scolaire et qui fait une expérience riche en émotions, en sentiments et qui va certainement les aider à persévérer, à rester à l'école et qui les a accrochés et marqués. Donc, on s'en va retrouver Nathalie qui est avec Jessica Rivard à la polyvalente à Damqui. Jessica, on est ici pour parler d'un projet en lien avec des jeunes ici au secondaire, l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Est-ce que tu peux me dire de qui s'agit-il? Oui, en fait, ce projet-là, c'est vraiment avec des jeunes en formation préparatoire au travail. C'est vraiment une occasion spéciale qu'on a utilisée avec ces jeunes-là. C'est un groupe avec qui est-ce que je travaille pas nécessairement souvent, fait que je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec eux autres là, pour ce beau projet-là. Et qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir développer la fibre entrepreneuriale? C'est un peu ton domaine. Oui, en fait, développer la fibre entrepreneuriale, mais aussi en lien avec le bénévolat, parce que j'ai aussi des volets de bénévolat, donc c'est d'essayer de développer des valeurs de bénévolat et tout ça. Le projet en tant que tel, c'est vraiment d'aller faire du bénévolat, des amener dans le cadre d'un projet entrepreneurial, des amener à faire du bénévolat. Comme là, c'est avec la résidence Marianne Ouellette. Tremplin Travail s'implique financièrement et humainement par ma présence. Dans le fond, on a été faire une première visite oui, c'est ça, merci, de Marianne Ouellette. On a eu un super de bel accueil avec Cindy Lévesque là-bas. On va vraiment travailler, faire des petits ateliers humains avec des personnes. Ça va être pratiquement du 1 pour 1. Les jeunes ont bien réagi. Ils ont eu une petite formation aussi sur comment réagir, parce que c'est des personnes en perte d'autonomie majeure avec qui est-ce qu'ils vont avoir à travailler. Donc, ça va être vraiment quelque chose qu'ils vont développer. Ils vont développer vraiment des belles compétences, des belles qualités aussi à travailler avec eux. Puis je pense qu'on va avoir pas mal de plaisir aussi. Et sur combien de temps ça s'étale, là, ce beau projet-là? Bien, en fait, environ 2 mois. C'est vraiment... ils commencent dans 2 semaines. Ils vont aller vraiment chez Marianne Ouellette, à la résidence Marianne Ouellette, pour une période de 6... Ils vont y aller 6 fois, dans le fond. Donc, Tremplin Travail leur permet de pouvoir voyager et d'y aller d'aller là-bas, se rendre sur place aussi. Donc, voilà. Et de quelle façon sont-ils évalués par la suite? Je ne sais pas, y a-t-il quelque chose à ce niveau-là? C'est sûr et certain, parce que ça rentre dans le cadre scolaire, ça rentre aussi avec une grille d'évaluation. C'est plus au niveau d'un stage aussi en milieu de travail en adaptation scolaire, formation préparatoire au travail. C'est vraiment essentiel. Ils vont vraiment développer des choses. Par contre, je ne suis pas la spécialiste là-dedans. C'est pas mon domaine. C'est plus l'enseignante Brigitte Villeneuve qui va pouvoir vous en parler. Justement, nous allons la rencontrer. Merci beaucoup, Jessica, et félicitations encore pour ton excellent travail. Merci beaucoup. Brigitte est enseignante ici à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Et puis, bien, c'est un beau projet, la préparation au travail. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste exactement? Donc, dans le fond, le programme de FPT, Formation préparatoire au travail, c'est un programme qui s'échelonne sur 3 ans, qui, dans le fond, s'adresse à des jeunes de 15 ans et plus. Et par la suite, quand le programme est terminé, ça leur permet d'obtenir un certificat ministériel de la FPT. Donc, pour éventuellement, justement, pouvoir travailler, là, avoir un travail là, dans le domaine, c'est ça. Qu'est-ce que Jessica Rivard de Tremplin Travail vous a apporté pour la réussite de ce projet-là? Dans le fond, comme je vous expliquais tout à l'heure, nos jeunes en SMT, le premier stage de première année, souvent vont faire des stages plus en milieu scolaire, dans l'école. Ils vont moins aller à l'extérieur. Et puis moi, j'avais l'idée, dans le fond, de faire vivre quelque chose d'un peu différent aux élèves. Et puis là, c'est là que j'ai rencontré Jessica et elle me parlait de ce beau projet. Et j'ai dit, wow, c'est merveilleux, on va pouvoir, dans le fond, proposer quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Et comme j'ai une clientèle aussi qui s'intéresse vraiment au travail, avec des gens,
Donc, c'est sûr que là, j'avais vraiment des candidats là, pour ce travail-là, là, ce stage-là, c'est-à-dire. Et Brigitte, quelles sont les matières qui sont enseignées ici pour mieux les préparer? Dans le fond, évidemment, il y a la matière de SMT, sensibilisation au monde du travail, que j'enseigne, ainsi que ma collègue aussi. Il y a les mathématiques, l'anglais, le français, l'éducation physique, les matières de base qu'on retrouve, dans le fond, au secondaire, là. Et qu'est-ce qui retire de ça? Est-ce que c'est évalué, le stage? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui sont à ressortir de tout ça? Tout à fait. Par le biais de nos stages, donc en l'occurrence, Marianne Ouellette, nous allons évaluer, dans le fond, l'assistant en loisirs. Donc, c'est vraiment ça que ça cible comme métier, assistant en loisirs. Et dans le fond, c'est d'aider les résidents et les résidentes lors d'activités culturelles ou sociales. Vraiment, c'est des belles particularités, des belles qualités qu'ils vont ressortir de ça. Est-ce qu'elles peuvent être engagées directement, mettons, cet été ou avec un stage comme ça? Dans le fond, moi, j'ai la clientèle avec laquelle je travaille, c'est vraiment ceux de première année. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un parcours sur 3 ans. Donc, lors de la première année, l'enseignant accompagne les jeunes dans les milieux de travail. Et puis là, c'est sûr qu'ils vont développer des compétences reliées à ces différents milieux de travail-là, ainsi que des attitudes et des comportements souhaités. Évidemment, la deuxième année, là, on les laisse aller un petit peu plus tout seul, la troisième année aussi. Là, ça, c'est le volet de ma collègue là, pour la deuxième, la troisième année en stage. OK. Bien, justement, on va rencontrer ces jeunes pour voir quelles sont leurs réactions face à ces stages. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. William, tu as vécu le stage que tu as fait avec Marianne, à la résidence Marianne Ouellette. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu travaillais avec les personnes? Est-ce que c'était un sentiment positif finalement? Oui, c'était très positif. Je me suis senti très bien parce que moi, j'aime aider les gens, puis eux autres, je sais qu'ils en ont vraiment besoin. Et est-ce que ce que tu as appris ici en mathématiques, en français, ces choses-là, est-ce que tu penses que ça peut te servir dans un domaine comme ça? Je sais pas trop, mais je pense que oui. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu penses que tu aimerais faire dans la vie, toi? Est-ce que ça serait relié justement avec le travail avec des personnes ou c'est quoi ton rêve, là, vraiment, là, de carrière? Mon plus grand rêve, c'est de devenir garde forestier parce que j'aime travailler dehors. Puis en même temps, ça aide les gens parce que, ça aide les gens. Bien, c'est sûr. Puis, garde forestier, bien, c'est sûr que tu entres en contact avec des ouvriers, avec des gens qui vont venir te poser des questions. Donc, je pense que oui, ça peut t'aider, des stages comme ça. Oui, vraiment, parce que s'il n'y en a pas, on ne pourra pas travailler parce que ça nous aide à savoir comment on va faire dans la vie. Genre, c'est comme, il n'y a pas juste aussi les stages, il y a aussi dans les cours, genre, ils nous apprennent comment faire les bulletins de paye, comment savoir les heures, l'argent, comment on a reçu dans la journée. Oui. C'est important, tout ça. Merci beaucoup, William, puis bonne continuité. À la prochaine! Amy, tu as vécu toi aussi le stage à la résidence Marianne Ouellette. Tu étais en relation avec les personnes âgées. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressortais de ça, là, ton expérience? Oui, c'est un choc pour moi et c'est nouveau pour les là et j'aime trop ça, tu sais. Puis c'est quoi ton rêve dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour ta carrière? Garder des enfants. Une garderie, en fait. Et j'aime les petits enfants, courir partout, là. Bien, c'est vraiment en lien avec ce que tu veux faire parce que être avec des personnes âgées, c'est un peu ça, des fois, essayer de les divertir. Donc, félicitations si tu as vécu cette expérience. Et puis, je te souhaite de réaliser ton rêve, évidemment. Juste merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons reçu ici même dans nos studios Lynn Allard, qui est une bénévole sur le comité d'organisation des soirées Bonté divine, qui vous présente les Bontés divines de février. Lynn, ça va être le retour d'un rendez-vous des Bontés divines à la Captive toujours.
Et cette fois-ci, c'est Jean-Rémy Dupont et Sarah-Christine Ayotte qui vont être les conférenciers. Est-ce que tu peux me parler d'abord de Jean-Rémy? Oui, bien, Jean-Rémy Dupont, c'était un professeur parce qu'il est à la retraite. Il a enseigné à la polyvalente ici à Amqui. Il est à la retraite de l'enseignement, mais maintenant, il travaille encore dans un autre domaine. Il va nous revenir un petit peu sur son enfance. Et il va aussi, du tourbillon de passion qui l'a amené ici, dans la vallée, qui habite à peu près depuis une quarantaine d'années, parce que Jean-Rémy, il est originaire de Rivière-du-Loup. Je viens d'en apprendre. Oui, bien, moi aussi. Moi, je pensais qu'il était venu au monde ici. Alors, on va apprendre tout ça. Et en toute simplicité, il va nous conduire à ce qui l'a emmené à être l'homme de lettres, à un homme d'affaires, ce qui l'a emmené de la culture à l'agriculture. Ça va être intéressant. Et il m'a dit aussi qu'il travaillait beaucoup dans la contradiction. Fait que ça va être de savoir c'est quoi travailler avec toutes sortes de contradictions qui l'amènent dans toutes sortes de passions en même temps. Et c'est là qu'il va nous expliquer pourquoi le ciel est bleu, qui est le titre de sa conférence. Oui, c'est très intriguant, ça. Très, très, très intriguant. Alors, j'ai bien hâte de savoir comment est-ce qu'on passe de l'enseignement à l'agriculture et de plein de choses. J'ai l'impression qu'il va nous surprendre. Oui. Et je le sais, très captivant aussi. Sarah-Christine Ayotte, un peu moins connue, je crois. Oui. C'est une jeune femme qui est ici, dans la vallée. Elle a travaillé dans toutes sortes de choses, mais maintenant, elle fait vraiment ce qui est sa passion, qui est le titre aussi de sa conférence, « Mon don, ma passion, mon métier ». Sarah-Christine Ayotte, c'est une jeune femme qui a reçu le don de médium guérisseur. Elle voit les auras. Elle nous a dit qu'elle voyait aussi les anges. Et pour comprendre tout ça, puis être capable de maîtriser ça et ce qu'elle voulait avec ça, elle, c'était d'aider les gens. Alors, elle a suivi sa formation en Reiki. Et Sarah est maître Reiki. Alors, elle va tout nous expliquer tout ça. Et sa passion, c'est vraiment maintenant d'aider les gens avec son don, que ce soit physiquement ou moralement. C'est ce qui l'aide à se lever tous les matins, de pouvoir aider quelqu'un avec ce don qui a été donné. Ouais. Très intéressant. Deux conférences qui vont être complètement différentes l'une de l'autre. Alors, ça se passe toujours à la Captive. À quelle heure? C'est toujours à 19h, jeudi le 27. Et les argents recueillis, parce que c'est 10 $, et les argents recueillis vont toujours à un organisme dans la région. Ici. Lequel? On n'a pas encore tout à fait déterminé. Là, on a des choix. Puis souvent, on demande aussi aux conférenciers qui sont là s'ils ont une préférence. Des fois, ils sont attachés à un organisme. Alors, des fois, on leur laisse le choix. Alors, c'est une invitation qui va être très bien reçue, je pense, par la population. Merci beaucoup encore une fois, Lynn. Et on se dit à la prochaine pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup de nous recevoir. Marielle Leroy de l'AFEAS de Sébec est venue ici dans nos studios pour nous présenter une toute nouvelle façon de financer leur organisation, une loterie. Madame Roy, on a des billets à vendre pour l'AFEAS, mais c'est pas l'AFEAS locale, là, c'est provincial. Est-ce qu'on peut d'abord dire c'est quoi l'AFEAS? Bon, l'AFEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Je le dis lentement parce que des fois, on sait tellement par cœur qu'on le dit vite, là. Mais ouais. Et votre rôle pour l'AFEAS,
est quand même assez étendue. Est-ce qu'on peut vous présenter un peu là, en ce qui concerne la FEAS? Oui, bien, je ne suis pas venue pour ça, c'est sûr, là, mais quand même, je veux situer un peu les gens. D'abord, je suis une membre à FEAS, là, d'abord et avant tout, mais je suis aussi, on m'a nommée au bureau de direction régionale, et le bureau de direction régionale, ils m'ont nommée pour aller siéger au niveau provincial. Alors, je siège aussi au conseil d'administration provincial. Alors, ça j'englobe un peu les 3 paliers de la FEAS. Et la FEAS, dans le fond, c'est quoi sa mission exactement? Bon, la mission de la FEAS, avant tout, c'est la défense des droits des femmes. Et cette année, on a un dossier prioritaire, c'est le travail invisible. C'est quoi le travail invisible? On s'en doute un peu. Oui. Alors, c'est tout ce que... Quand on le fait pas, ben là, ça se voit, là. Tu sais, là, il devient moins visible dans ce temps-là parce qu'on le fait pas. Mais c'est un peu le travail, c'est le lot des femmes un peu de s'occuper de la gestion de toute la maisonnée, les rendez-vous, que personne n'oublie rien, les boîtes à lunch. C'est tout ce qu'on fait dans une maison pour que la famille, ça roule bien dans une maison, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. Puis, Et là, vous avez un projet extraordinaire. Vous avez approché le gouvernement. Pourquoi exactement? Oui, bien, on veut, avec le travail invisible, décréter une journée du travail invisible. Ça fait longtemps qu'on le fait à l'interne, à la FEAS, mais là, on veut que les gouvernements décrètent le premier mardi de chaque année du mois d'avril, le premier mardi d'avril, la journée du travail invisible. Puis là, je pense qu'on va réussir cette année, là. On va l'avoir. Ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. Ah, ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on y travaille, mais là, cette année, là, on en a fait un dossier prioritaire. On met les bouchées doubles, puis tout le monde, là, toutes les affaires au niveau du Québec travaillent sur ce dossier. Fait que je pense qu'on va l'avoir. Mais ça prend du financement pour faire ça, hein? Ça prend de l'organisation, tout ça. Donc, vous avez des billets à vendre. Oui, et alors ces billets-là, ils sont au profit de nos 3 paliers à FEAS. Alors, la FEAS, comme la FEAS de Québec, à chaque billet vendu, reçoivent un 5 $. Et la région reçoit un montant d'argent, le provincial reçoit un montant d'argent aussi. Fait que c'est ça, la solidarité, c'est comme ça qu'on le fait, nous, hein? On se met ensemble pour un but. Alors, pour le financement de la FEAS aussi, on se met ensemble. Il suffit de décrire les prix qui y sont reliés pour avoir le goût d'en acheter. Oui. Quand je sors mes billets et que je dis les prix, là, on a 15 000 $ en prix. Et on a beaucoup de prix en argent. Le premier prix, là, il est vraiment alléchant, c'est 10 000 $ en prix, le premier prix. Après ça, bien là, on décline. Bien, le deuxième prix, 1 000 $. Puis on a 4 prix de 500 $. Et qui est vraiment intéressant aussi, on a 2 prix de 1 000 $, un crédit voyage de 1 000 $ chacun. Alors ça, c'est intéressant, là. Oui, parce qu'on peut aller où on veut. Où on veut, mais c'est une agence de voyage, par exemple. Là, ça, c'est ce qui nous commandite ces 2 prix-là. Alors là, on voit cette agence de voyage, mais on peut aller où on veut. Où on veut. C'est vraiment intéressant. Et puis, comment fait-on pour se procurer ces billets? Bien, on peut appeler à la FEAS locale qui a des billets en main. Et moi, comme directrice régionale et provinciale, j'en ai aussi en main. Alors, vous pouvez m'appeler. Je ne sais pas si vous pouvez mettre à l'écran mon numéro de téléphone, le 418-536-1978. Alors, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez laisser un message si je ne suis pas là, puis je vous rappelle. Et les billets sont seulement 20 $. Fait que c'est fun. Vous pouvez m'appeler et je vous rappellerai là, si vous voulez avoir des billets. Là, on s'arrange ensemble. Et le tirage se fait quand exactement? Jusqu'à quand on peut acheter des billets? Le tirage se fait le 22 août. Alors, on a du temps pour la vente. Là. On a du temps. Alors, ça se fait à notre congrès provincial à Sherbrooke. Alors, on a du temps. On a du temps. Oui. Okay. Et puis, ben là, on peut sûrement aussi en acheter quand on va avoir votre activité là, de tir Sainte-Catherine. Ça va-tu se faire avant? Non, ça va être après. Non, la tir Sainte-Catherine, c'est au mois de novembre, c'est passé. Okay. Mais on a notre tricoton. Ouais. Et on a notre journée de la femme qu'on fête aussi. Okay. Alors, c'est tous des moments là, qu'on peut acheter des billets. Là. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup pour cette belle promotion. Et puis, c'est pour une bonne cause. Félicitations pour toutes vos démarches. Ben merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir de venir vous parler de la FEAS, qu'elle n'est pas morte. Elle est vivante, elle est toujours vivante. Il y a des femmes qui y travaillent. Puis on travaille très fort à la FEAS, là, mais dans l'ombre. On est toujours là, dans l'ombre, on travaille très fort. Là. Nous allons le voir sur le calendrier bientôt. Oui, ben merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Si vous avez des jeunes à la maison, vous savez que le 28 février aura lieu le Mini Beach Party des grands amis, une soirée très courue, incontournable dans la Matapédia, et on a parlé avec Valérie Gagné des Grands Amis pour vous en dévoiler davantage sur cette édition du Mini Beach Party. Nous sommes ici pour parler du Mini Beach Party qui revient encore cette année. Je veux savoir depuis quand ça existe, le Mini Beach Party. Ben écoute, je peux pas te dire l'édition exacte, là, mais on n'est pas loin de la 30e année. Là. Ça existe depuis le tout début des Grands Amis. On fête nos 30 ans cette année. Donc, je te dirais 27-28, là, à peu près, début des années 90, à tous les ans, il y a le Mini Beach Party. Et on rappelle la formule. Qu'est-ce qui se passe au Mini Beach Party? C'est vraiment une soirée spéciale, pensée, organisée pour les jeunes de niveau primaire, donc 5-12 ans. Fait qu'il y a un DJ sur place qui met de la musique, les jeunes, ils dansent, puis on a plein d'activités autour pour les occuper aussi, donc maquillage. On a quelqu'un qui vient leur faire une séance de Zumba. Il y a les célèbres concours de limbo, de hula hoop. Fait que c'est vraiment là, une soirée où les jeunes peuvent venir s'amuser au rythme de la musique. Oui. Il y a du maquillage, c'est ça. Il va y avoir des tatous cette année? Oui. Nouveauté, cette année, on va avoir un kiosque à tatous qui va être offert gratuitement, un peu le même principe que les maquillages. Donc, les jeunes qui vont vouloir se faire des tatous là, vont pouvoir se gâter à ce niveau-là. Oui. Et il y a toujours le service de cantine. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Bien, c'est sûr qu'on dit soirée dansante, hein? Fait que, bon, il y a toujours les articles de base, donc quelques bonbons, un peu de breuvage. Mais on a aussi, on n'oublie pas le côté là, plus santé, fait que les jeunes qui souhaitent aussi avoir un aliment plus de type santé, donc il va y avoir du lait au chocolat, des ficellos, ainsi de suite. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, puis à prix quand même abordable. Fait qu'on dit aux jeunes, n'oubliez pas de vous amener un petit peu d'argent supplémentaire si vous voulez vous acheter quelque chose, mais c'est vraiment abordable. Et il y a de la place, des tables pour accueillir les parents. C'est possible de rester avec nos enfants. Oui, ça, c'est souvent une question qu'on se fait poser. Est-ce que les parents peuvent rester? Puis évidemment que oui. C'est pour les tout-petits. Donc, si les parents préfèrent être sur place, bien, c'est toujours quelque chose de possible. Donc, il y a une section vraiment réservée là, avec des chaises. Puis comme tu mentionnais, avec des tables, si les parents veulent rester, ils sont les bienvenus puis ils peuvent entrer gratuitement. C'est important de le dire. Et puis, c'est important aussi de rappeler que les jeunes doivent amener leurs souliers. Oui, bien, on est en hiver, hein, donc évidemment, ils arrivent avec le bottes, mais dans la salle communautaire, les bottes sont interdits là, pour éviter de faire de la saleté puis tout ça. Donc, s'il vous plaît, les jeunes, n'oubliez pas d'apporter vos chaussures. Oui, parce que ça pourrait être dangereux danser là, dans l'eau. Puis, et puis, un petit détail aussi, c'est à la fin de la soirée. C'est important de revenir chercher les jeunes à l'intérieur. Oui, c'est ça. Pour assurer la sécurité des enfants, c'est sûr qu'à la fin de la soirée, ou peu importe au moment à lequel l'enfant décide de quitter, il faut absolument qu'il soit accompagné d'un parent pour qu'on l'autorise à quitter là, l'espace de la salle communautaire. Donc, on sait que ça peut être des fois dérangeant là, pour les parents qui préfèrent attendre dans la voiture puis simplement texter. Mais pour éviter les désagréments, là, s'il vous plaît, les parents, entrez chercher vos enfants. Alors, on rappelle le jour et l'heure qu'on doit se présenter pour s'amuser. Oui, donc le Mini Beach, comme à chaque année, lance la semaine de relâche. Donc, c'est vendredi, le 28 février, à la salle communautaire d'Amkoui. Ça commence à 18h et ça se termine à 21h30. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite de bien vous amuser, vous aussi. Merci beaucoup. La semaine de relâche s'en vient à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi faire avec vos enfants? Eh bien, Cosmos vous a encore produit une super compilation de toutes les activités qui auront lieu dans la Matapédia. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Si vous voulez en savoir davantage, allez sur la page Facebook de Cosmos Matapédia et écoutez ce qui suit avec Myriam Landry de Cosmos.
Myriam, nous arrivons à la semaine de relâche. Tellement d'enfants heureux et de parents qui vont pouvoir s'amuser. Et comment allons-nous pouvoir nous amuser? Oui, dans le fond, encore cette année, pour notre 12e année, dans le fond, la programmation de la semaine de relâche dans la vallée est sortie à partir du 17 février. Dans le fond, c'est encore Cosmos qui coordonne un petit peu ça, mais c'est les partenaires qui donnent le gros coup en proposant les activités, bien sûr. Nous, on ramasse tout ça, on fait ça dans une seule programmation pour que les familles savent où trouver des activités. C'est ça. Il y en a dans quand même plusieurs municipalités, là. On commence à être habitué un peu à comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des activités que tu peux dire là, qui reviennent cette année? Oui, dans le fond, il y a les méga jeux gonflables à Amqui, à la salle communautaire. Il y en a aussi à Sébec. Il y a beaucoup de patinage libre, des bains libres. Il y a beaucoup d'activités dans les petites municipalités aussi, en lien avec un carnaval ou des journées de saines habitudes de vie, de glissade. Mordicus a fait aussi une programmation intéressante avec aussi Val d'Irène aussi qui offre des choses. Fait que tout se retrouve finalement à une et même place dans ce document-là, qui est disponible sur notre site Internet, sur notre page Facebook en version électronique, mais aussi en version papier, celui-là, dans les organismes communautaires et aussi au niveau des écoles primaires en couleur avec la collaboration de la Ville d'Amqui. Pas de raison de ne pas trouver l'information et nous allons la publier évidemment sur notre page Facebook. Merci beaucoup Myriam, beau travail encore, c'est toujours plaisant de regarder tout ça. Parfait, merci beaucoup et amusez-vous bien. Le ski de fond est un sport d'hiver de plus en plus populaire dans la Matapédia et nous sommes allés rencontrer Carole Tappe du club de ski de fond Arfand-des-Neiges d'Amqui pour vous présenter leur club de ski de fond et vous parler d'activités qui auront lieu bientôt avec le club de ski de fond Arfand-des-Neiges. Madame Tappe, vous êtes une adepte de ski de fond, évidemment. Puis, on est ici pour parler du Club Arfand-des-Neiges. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça fonctionne exactement, le club ici? D'abord, le Club Arfand-des-Neiges a eu ses lettres patentes depuis 21 ans. Ça fait 21 ans cette année. Et puis, comment ça fonctionne? Bien, d'abord, c'est géré par des membres qui sont bénévoles. Et on a actuellement tout près de 300 membres. Là, je suis certaine qu'on va avoir 300 membres dans une journée ou deux. Wow. Alors, c'est ça. Et les gens viennent, ils payent une carte de saison et on a des passes journalières aussi à la journée. Pour le ski de fond, c'est 10 $ par jour. Et pour la raquette, parce qu'on a des superbes pistes de raquettes aussi, c'est 2 $ par jour. On peut toujours acheter une carte de membre individuelle. Pour la raquette, c'est vraiment pas cher. C'est 20 $ pour toute la saison. Okay. Et si vous avez une carte de membre de ski de fond, vous avez droit à la raquette et c'est gratuit, c'est compris dans la carte de membre de ski de fond. Très intéressant. Et combien de jours êtes-vous ouvert par semaine? On est ouvert 5 jours semaine, normalement du lundi au mercredi, de 10 h le matin à 3 h 30 l'après-midi. Et comme je vous disais tantôt, le local est ouvert et c'est des bénévoles qui font la rotation, OK, pour laisser le local ouvert et pour que les gens puissent venir se changer, venir aux toilettes. Il y a des gens qui viennent passer la journée, qui apportent leur lunch parce qu'on a tout ce qu'il faut dans le local, là, four micro-ondes, on a un poêle, les gens peuvent se faire réchauffer des choses. Par contre, il faut qu'ils lavent leur vaisselle. S'ils utilisent la vaisselle. Et comment ça fonctionne exactement, les pistes, tout ça? Quand on arrive ici, on ne sait pas trop quel côté qu'on prend. Bien, quand vous arrivez ici, d'abord, on est au Grand Pic. Hein? Et si vous prenez, ça dépend de la longueur de la piste que vous voulez faire. Parce qu'on a des pistes, on a la balade qui est de 4 km, qui est une piste qui est très facile, à double voie, mais en classique, tracée en double voie, mais c'est du classique, c'est seulement du classique. Et on a une piste qui est 1,6 km, qui est la Sentinelle, qui est très, très facile aussi. C'est sûr que
pour les adeptes, les gens qui veulent traverser le ruisseau puis passer, et en faire plus longtemps. On a des pistes qui sont très bien entretenues par des traceurs bénévoles. Je tiens à le dire parce que je considère que c'est important. Si on n'a pas de bénévoles, on ne pourra pas survivre. C'est impensable de survivre si on n'a pas de bénévoles. Et les traceurs, dans la 9,6 km, c'est-à-dire le ruisseau, on a du pas alternatif ou du pas classique, comme vous voulez. Et il y a le pas aussi de patin qui est très pratiqué par plusieurs adeptes là, ici. On a aussi les gens qui ne veulent pas faire le ruisseau au complet parce qu'il y a des descentes, puis pour toutes sortes de raisons. On a ce qu'on appelle une piste qui s'appelle le raccourci, qui est super facile aussi et qui est tracée en pas classique et en pas de patin aussi. Et il y a une piste qui est préférée par beaucoup de gens, qui est la piste, j'en oublie le nom, attendez un petit peu, la Cédrière, qui est une piste qui est vraiment extraordinaire. C'est féerique dans cette piste-là. C'est enveloppant. C'est vraiment une belle piste de ski de fond. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça et qui pratiquent ça. Cette piste-là, c'est leur préférée. C'est la préférée de bien du monde. Alors, ça donne le goût, justement, des adeptes qui arrivent. Ça donne le goût, tout ça. Et vous allez avoir un événement spécial pour la semaine de relâche. Dites-moi ce que vous préparez. Ce qu'on prépare pour la semaine de relâche, d'abord, ce qu'on tient à dire, ce qui est super important, c'est qu'on est ouvert toute la semaine pour la semaine de relâche et que pour les jeunes de moins de 18 ans, pour faire du ski de fond et de la raquette, c'est aussi gratuit pour tous ces jeunes-là, OK? Pour tous les jeunes de la vallée qui veulent venir essayer nos pistes, que ce soit les pistes de ski de fond ou les pistes de raquette. Et le 1er mars, qui est le dimanche, on va faire un clair de lune, soit en raquette ou en ski de fond, ce que les gens préfèrent. Et ce qui est nouveau cette année, c'est que j'ai une entente avec le Camp Sable Chaud et le Camp Sable Chaud nous prête des raquettes, OK, pour les familles, pour les enfants et pour les adultes aussi. On va avoir 15 paires de raquettes pour enfants et 20 paires de raquettes pour adultes. Alors, les familles qui aimeraient faire pratiquer ce sport-là, essayer ça pour une soirée, c'est possible. Puis ça va être gratuit. C'est gratuit pour tous les gens, pour les membres et les non-membres, OK, qui veulent participer à cette activité-là. Par la suite, il y a souvent un chocolat chaud ou quelques gâteries là, pour alimenter, se refaire notre énergie avant d'aller faire dodo. Et le restant de la semaine est ouvert de façon régulière, mais le 8 mars, qui est le dimanche suivant, c'est la Journée internationale des femmes et cette journée-là, c'est gratuit pour toutes les femmes, OK? Sans exception. Et de 13 h l'après-midi à 16 h, il y aura aussi on va avoir de la tire sur la neige. OK? C'est 4 $ par personne et 3 $ pour les enfants de 10 ans et moins. Alors, c'est un peu ce qu'on veut faire là, à la semaine de relâche. Là, on espère juste que Dame Nature va être avec nous, qu'elle va bien nous traiter comme elle a fait jusqu'à date, parce qu'on a quand même... les pistes sont belles, les gens aiment ça. Les gens viennent à tous les jours. Il y en a qui viennent à tous les jours pratiquer leur ski de fond, tout ça. Et pour les événements spéciaux, est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Pour les événements spéciaux, écoutez, c'est un peu embêtant. Je pense pas qu'on doive réserver à l'avance. Par contre, s'il y a des familles qui n'ont pas de raquettes et qui voudraient essayer ça puis réserver pour le 1er mars, ils peuvent toujours nous appeler au 418-330-0890. Et ils vont être les bienvenus avec leurs enfants. Puis ça peut être intéressant pour une famille qui, des fois, n'a pas nécessairement les moyens ou ne connaissent pas ça puis qui veulent essayer. Puis il va y avoir des bénévoles qui vont les guider dans les pistes. On ne laissera pas personne aller comme ça dans les pistes en soirée. Là. Il y a des bénévoles qui connaissent très bien les pistes et qui vont les accompagner pour ces soirs-là, cette soirée-là. OK. L'appel est lancé. Bien, merci beaucoup et puis félicitations pour tout ce que vous offrez ici. Là. C'est vraiment splendide. Merci et bienvenue à tout le monde, hein, tous les gens qui désirent. On est là, on est accueillant, puis c'est intéressant, c'est plaisant, c'est agréable, l'hiver. Il faut aimer l'hiver, de toute façon. Merci. Nathalie a rencontré Sébastien Lalime, policier, pour faire un retour sur la semaine qui vient tout juste de se terminer de sécurité en transport scolaire.
Agent Lalime, nous sommes ici pour parler de la sécurité en autobus. La quinzaine se termine le 14. Bien, c'est terminé le 14. Et puis, je voulais savoir, c'était quoi exactement le mandat des policiers? En fait, nous, comme mandat dans la campagne M'as-tu vu, c'est qu'on avait un rôle vraiment de présence et de prévention autour des écoles et sur les réseaux routiers. Le mandat de rentrer dans les écoles et de faire de la prévention avec les jeunes, c'est un petit peu plus la Fédération des transporteurs qui l'ont fait avec les enseignants des différentes écoles. Nous, cette année, vraiment, on avait comme mandat là, d'être autour des écoles. Donc, on a fait plusieurs types d'interventions, dont des suivis d'autobus scolaires. Alors, un véhicule de patrouille pouvait suivre un autobus et s'assurer que le comportement des usagers autour de cet autobus-là était adéquat, respectait les règles de la sécurité routière. Aussi, on a été carrément juste en présence, dans le fond, autour des écoles. Donc, juste de se faire voir. C'est sûr que les parents et les différents usagers qui passaient proche des écoles, en voyant un véhicule de patrouille, comprennent un petit peu et se rappellent avec les différents messages qu'il y a eu sur les panneaux publicitaires ou que leurs jeunes ont ramené des pamphlets d'école. Se rappellent effectivement qui étaient dans les semaines de la prévention de la sécurité dans le transport scolaire. Et d'autres interventions qu'on a faites aussi, ça a été de remettre carrément sur des coins de rue ou à proximité des écoles des pamphlets aux gens là, sur les règles de base à respecter là, autour des autobus, mais aussi autour des écoles. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont reconduire leurs enfants à l'école. C'est des fois des gens qui sont pressés aussi d'aller au travail. Alors, malheureusement, des fois, les usagers qui ne respectent pas ou qui sont le plus dangereux, des fois, ça va être carrément des parents, sans le vouloir, bien sûr. Mais c'est un bon petit rappel. Donc, début février, là, toutes les années, c'est une bonne chose qu'on puisse rappeler aux gens. En plus que les conditions routières, des fois, ne sont pas les meilleures, c'est plus glissant. Alors, c'est une belle opportunité aussi pour nous là, d'aider. On était plusieurs partenaires dans ce beau projet-là et ça a porté fruit. Et avez-vous remarqué des situations qui revenaient plus souvent que vous vous dites « Ah, ben ça, il y avait vraiment là, quelque chose à améliorer à ce niveau-là ». Je vous dirais qu'au niveau de la vitesse, c'est sûr que là, les zones scolaires, souvent, on va avoir des zones de vitesse réduites à 30 ou 40 km/h. Des fois, la vie va vite. Le matin, on est pressé de rentrer au travail ou de revenir chez nous pour faire le souper. Donc, c'est sûr que la vitesse revient toujours dans les choses là, qu'il faut faire attention. Et je ne pourrais pas vous dire qu'il y a eu plus ou moins de constats dans ces 2 semaines-là qui ont été donnés. Par contre, on voit les gens en nous voyant qui lèvent le pied ou qui regardent leur compteur. Avec les chaussées glissantes aussi, on remarque que des fois, le 5 mètres à respecter devant ou derrière l'autobus, avec un arrêt qui est fait un petit peu tardivement, bien là, c'est sûr qu'un automobiliste, on a vu quelquefois des automobilistes peut-être s'approcher un petit peu trop près de l'autobus. Si on pense à un automobiliste qui vient en sens inverse à l'autobus alors qu'il y a un jeune qui traverserait, ça pourrait être problématique. Donc, c'est des comportements, peut-être le 5 mètres et la vitesse là, qui ne sont pas nécessairement respectés. Encore plus là, en hiver, là, dû à la chaussée là, qui est parfois plus glissante. Mais les rappels qu'on fait sont justement en ce sens-là là, pour faire penser aux gens de faire plus attention. Votre présence était plus accrue pendant ces 2 semaines-là, mais vous êtes toujours présent. Et il ne faut pas avoir peur de vous, hein? C'est vraiment pour notre propre sécurité. Tout à fait, et celle de nos enfants. Je vous dirais que parfois, j'ai même des collègues qui se sont dit, bon, on va arrêter le trafic, ça peut-tu faire ralentir la circulation? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être impatients Et non, je vous dirais que s'il y a bien un sujet, quand on intervient, qui rassemble tout le monde, où tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut intervenir, c'est la sécurité des enfants. Alors, moi, je vous dirais que 100% des automobilistes qu'on arrêtait, à qui on faisait un rappel, qu'on était dans les semaines de sécurité ou qu'on remettait un pamphlet, 100% nous disaient que c'était important qu'on soit là et qu'ils étaient heureux de nous voir ce matin-là. Même si c'était pour leur rappeler, par contre, parfois là, des règles de sécurité ou des règles de bienséance autour des écoles. Mais c'est un sujet que je crois qui fait l'unanimité et il n'y a personne qui peut dire que c'est du temps perdu ou au contraire, là, c'est hyper important. Et qu'on le fasse une fois au début de l'année scolaire, on le refait en février. Je pense que c'est un minimum. Là. Comme vous dites, on est là un petit peu plus pour le rappeler pendant ces semaines-là. Par contre, tout au cours de l'année, là, mes patrouilleurs, mes collègues, on essaie d'être le plus souvent possible là, en fonction des appels qu'on a là, autour des écoles et des autobus là, pour garantir la sécurité de tout le monde. Eh bien, merci beaucoup et félicitations pour votre bon travail. On est là pour ça. Merci.
Nathalie a reçu en studio Ghislaine Paquette et moi-même, qui a le chapeau de hockey mineur, pour vous parler du tournoi Desjardins qui aura lieu ce week-end, 22-23 février. Ça commence le 21 en fait. Et on vous invite en très grand nombre à y participer, à venir voir du banc hockey. Écoutez ce qui suit pour tout savoir sur le tournoi Invitation Desjardins 34e édition. Je suis avec l'équipe la plus dynamique du hockey mineur de la Vallée. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, nous sommes ici pour annoncer un tournoi. Oui. Dites-moi lequel exactement. C'est le tournoi Desjardins Invitation qui débute en fin de semaine. En fait, vendredi à midi, puis à 1h ici à Amqui. À midi, c'est à Cozopscal. Bon, nous avons dans ce tournoi-là 24 équipes. On est vraiment contents. Je dois l'admettre qu'il y a du monde qui a travaillé fort pour avoir des équipes, j'en suis sûre. Ah oui. Puis là, il y en a qui viennent d'ailleurs, évidemment, parce que 24 équipes, on s'entend. C'est sûr que nos équipes proviennent du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie puis du Nouveau-Brunswick. Ça fait que c'est ça qui a fait, qui est pour ça qu'on a 24 équipes. Puis là, on est bien contents. Puis les catégories, c'est novices. Disons que les novices, disons que ça attire plus, ils sont plus dans chaque municipalité. Ça fait que ça nous donne une chance. On a 12 équipes dans le novice. Par contre, on a 12 équipes dans le Pee-Wee aussi. Alors, on est vraiment satisfaits. Oui. Mais comment ça va se passer, là, l'horaire, les arénas? Bien, en fait, c'est dans les deux arénas. Donc, c'est à Cozapscal et à Amqui en simultané. Là. Fait qu'il y a des matchs à Amqui, il y a des matchs à Cozap toute la journée. Ça commence, Ghislaine l'a dit, à midi le vendredi, samedi toute la journée. Le dimanche, il y a les finales en après-midi. Ça commence vers midi à Amqui. Les finales de novices sont à Amqui, puis les finales de Pee-Wee en après-midi sont à Cozapscal. Pour le novice, on a quelque chose de nouveau. Cette année, on a commencé le nouveau programme en demi-glace. Donc, on coupe la glace en deux, puis au lieu de jouer comme ça, on joue comme ça, sur le sens de la largeur. Donc, il va y avoir 2 parties en simultané tout le temps. On va en avoir plein la vue. 4 équipes en même temps. 4 équipes en même temps. C'est quelque chose à voir. Franchement, j'ai vécu ça la semaine passée, moi, là, puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis les jeunes, ils se passent plus la rondelle. Je pense que c'est un avancement vers notre hockey. Oui. Au lieu de... C'est une nouvelle formule de Hockey Québec qui nous a imposé ça. On va dire cette nouvelle façon de faire le novice pour aller vers plus le jeu, le plaisir que la compétitivité. Il y a beaucoup de titi là-dedans. Puis c'est ça, fait que les jeunes à date, il y a une bonne réponse. Les gens aiment ça. C'est beaucoup moins axé sur la performance, ils comptent pas les points. Fait que c'est plus plaisir, on s'amuse, on joue, on passe la puck, puis on fait des buts. Puis il y a plus de monde dans les arénas aussi. Oui, on va avoir de la place pour aller voir les jeunes. Oui, puis aussi, notre ouverture officielle, c'est vendredi soir à 18h à l'aréna d'Amqui. Puis, c'est sûr qu'on invite nos dignitaires à cette invitation-là. C'est normal. Nos commanditaires aussi. Puis, je veux profiter de l'occasion aussi, puis je veux parler des commanditaires, de les remercier sincèrement parce qu'ils nous aident beaucoup. Puis aussi nos bénévoles. Hein. Sans toutes ces personnes-là, ces gens-là, on n'aurait pas le grand succès qu'on a de tournoi après tournoi. Oui. L'invitation est lancée. Si ça vous tente de donner du temps au hockey mineur, venez nous trouver à l'aréna, venez voir, peut-être pas en fin de semaine, mais on a tout le temps besoin de bénévoles, de jus de bras pour les événements, les gros tournois. Là, on a la Coupe Dodge qui s'en vient. On va avoir besoin de gens pour nous aider. Pas besoin d'expérience. Mais non, faut juste être sympathique, content d'être là, puis aimer le monde. Là, c'est juste ça que ça prend. En fait, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça donne le goût à vous voir, puis merci beaucoup de l'invitation. Alors, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Ouais, on invite la population à venir voir nos jeunes. C'est du beau hockey. Comme on dit, c'est du hockey à son meilleur. Parce qu'au début de la saison, c'est une... Ils sont en apprentissage. Puis rendu à ce point-là, là, ils nous font un beau spectacle de hockey. Vraiment, des bonnes catégories. On l'a eu, justement, je vais faire une petite nuance dans l'autre tournoi, à notre midget, au Petit Blouin, là, notre midget... Garage Valois a rapporté les grandes honneurs de notre tournoi. On était bien contents. Oui. Venez encourager les équipes de la vallée et les équipes de l'extérieur aussi. La visite. Nous les aimons tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au plaisir. Bye.
Eh bien, c'est déjà terminé pour cette édition d'Info.tvc. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine et d'être en si grand nombre à nous dire que vous nous écoutez. Merci beaucoup. Ne vous gênez pas à nous arrêter dans la rue pour nous dire c'est bon ce que vous faites. Ça nous fait bien plaisir. Je vous rappelle que c'est le bingo dimanche 12h30 qui est toujours là. Vous avez aussi une séance de conseil de ville d'Amqui qui va être en diffusion cette semaine. Et la deuxième partie de M. Laval-Morin pour la saison 2 d'Héritage. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.